Mesdames, Messieurs, l'histoire nous a enseigné que l'Afrique a été subdivisée en royaumes et a eu comme conséquence de la colonisation sa désintégration. Toutefois, des groupuscules de territoires ont gardé la tradition royale au mépris de l'administration coloniale. Au lendemain des indépendances, le colonisateur a laissé en lieu et place des royaumes un État avec un mode de gouvernance spécifique. Que faire donc de cet acquis ou de cet héritage, si vous voulez, nouveau, laissé par le colonisateur? Face donc à la dialectique de gouvernance, il faut remarquer que 60 ans après les indépendances, le continent cherche toujours ses marques. Le royaume dans la République, quelle réponse donner face à la dialectique de l'héritage colonial? C'est le thème central de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous une tête couronnée, Sa Majesté Sousa Foliaon, roi d'Agoué, membre du Haut Conseil des rois du Bénin. Majesté, merci d'être là. Merci à vous aussi. Plusieurs autres casquettes qu'on ne saurait donc évoquer ici, compte tenu donc de l'urgence et également du thème choisi. De toutes les façons, vous aurez donc le temps de vous révéler davantage aux téléspectateurs. Merci encore une fois. C'est moi. En face de vous, c'est Dr Raymond Asogba. On ne le présente plus, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Il est socio-anthropologue. Docteur, merci d'être là aussi. Merci beaucoup à vous aussi. Et je salue les téléspectateurs de Sika TV. Alors, je m'en vais donc commencer cette émission avec vous, Dr Raymond Asogba. Est-ce que face aujourd'hui à ce qu'on peut appeler l'urgence des successions qui pose problème, l'expression royaume mérite encore d'être gardé dans un État aujourd'hui république? Merci beaucoup pour l'interrogation. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le 3e millénaire. C'est le millénaire du Verseau. Et dans ce millénaire, nous sommes amenés, nous chercheurs, à dévoiler ce que les gens ont essayé de cacher un peu au temps du millénaire des poissons. C'est-à-dire quoi? Le concept de royaume pose problème. Dans la mesure où nous avons notre vécu. Nous avons notre vécu et il y a un champ lexical et un champ sémantique qui va avec ce vécu. Nous avons fonctionné avec ce champ, le champ lexical au sud ici de la pensée du vaudou, à partir de laquelle le Dada Hubadia a eu à organiser le territoire, à l'administrer, à l'organiser et à assurer une régulation. Mais de par la colonisation, vous allez découvrir qu'un nouveau jargon a été assis. Et cela en utilisant les référents du dominateur. Et vous voyez, donc nous, en tant que sociologues, anthropologues, nous avons découvert, lorsqu'on dit royaume, on a plaqué le nom de royaume sur des réalités qui en fait, sont autonomes, mais qu'on désigne à partir des référents du colonisateur qui ne connaît chez lui que les royaumes. Et le royaume a été théorisé par Karl Marx dans la loi de l'évolutionnisme. Vous voyez un peu, pour identifier un mode de production dit féodal. Et c'est de ce mode de production que va sortir le capitalisme. Et par rapport donc au capitalisme ou au communisme, le royaume est considéré comme le passé des Français. Et puisque les Français nous ont colonisés, ils ont donc plaqué leur passé, les noms de leur passé, sur nos réalités, pour dire qu'ici, nous n'existons pas. Nous existons de par les référents de leur passé. Et donc, en faisant ça, ils ont chamboulé nos perceptions des choses. Et avec l'école, ils ont renforcé donc notre personnalité de névrosé. Et donc, c'est pourquoi, effectivement, aujourd'hui, ici, aussi, on connaît le Dada dans le royaume d'Dahomey. On ne connaissait pas le royaume, vous voyez un peu. Donc, il y a urgence aujourd'hui, dans ce 3e millénaire, de mettre à plat ces champs lexicaux et de renouer avec nos identités du vaudou, nos identités du Nord avec ce qui se fait. Nos identités culturelles en somme. Alors, Sa Majesté Sousa, est-ce que vous pensez qu'effectivement, il est question de remettre en cause la dénomination royaume? Merci. Je profite de votre podium ici, du plateau plutôt pour remercier tous les journalistes, les composants justement de Sika TV qui fait beaucoup pour l'Afrique tout entière. Alors, s'il vous plaît, moi j'aime mieux vous dire que le thème royaume n'existait pas.
Prenons le cas par exemple de chez moi, d'Agui. C'est depuis le XIIIe siècle. Et à l'époque, c'était des chefs traditionnels, appelés chez nous Fiogan. Fiogan en Mina veut dire le roi. Le roi d'aujourd'hui, hein. Sinon à l'époque, c'était la chefferie traditionnelle. Un peu partout, Abomey, c'est seulement dernièrement, 16e siècle, que ça a commencé. Abomey, Ouébadja, tout le reste là. Bon, depuis le XIIIe siècle, nous on connaissait justement ce que je vous dis là. Et l'appellation, c'est Fiogan. Bon, ces adjoints sont souvent les Togbé, ainsi de suite, ou Fiotoukou. Bon, c'est en 1800 que les Blancs nous ont imposé justement l'appellation de roi. Le roi à partir de Louis XIV. Bon, vous connaissez la suite. Vers les années 1800. Mais avant 1800, les années 1300, qui sont ceux qui ont découvert l'Afrique avec, je veux dire, le commerce triangulaire, c'est-à-dire le troc? Ce sont des Portugais. Ce sont des Portugais qui ont découvert l'Afrique. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons, je veux dire, des preuves matérielles qui existent à certains endroits. Je ne sous-estime aucun royaume aujourd'hui, mais il faut qu'on refasse notre histoire. Bon, maintenant, parlant du royaume en tant que tel, c'est venu plus tard. Le royaume n'existe dans aucun dictionnaire, par exemple, je veux dire, dans aucune langue ou patois ou dialecte de notre pays. Non. Alors, le colon a quand même eu le temps de gérer l'administration territoriale, a finalement découpé, mais pourtant, des contrées en Afrique, un peu partout, donc continuent d'exister et s'appellent toujours royaume. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au titre tête couronnée. Oui, bon, écoutez, moi, je ne peux pas m'intéresser à quelque chose que je suis venu trouver. Je verrai bien avec les savants, ceux qui aimeraient changer réellement les choses, si effectivement nous pouvons trouver, je veux dire, une genre appellation qui peut convenir justement à ce que nous connaissons tous, que d'ailleurs, qui existe un peu partout dans le monde. Je prends l'exemple du Nigeria à côté. Là-bas, c'est Igwe. Et ils ne connaissent pas roi. Ils disent Igwe, Igwe, Igwe. Bon, mais vous allez au Togo, c'est des chefs traditionnels. OK? Et vous allez au Niger à côté, c'est roi. Vous allez au Ghana, c'est roi. Et ils aussi disent Togbé pour ceux qui sont à Oulan et pour les autres, ainsi de suite. Donc, bon, les pays francophones ont maintenu, je veux dire, les pays colonisés, devenus francophones, surtout nous qui sommes les francophones, nous avons maintenu l'appellation roi. Et les Français aussi ont maintenu l'appellation roi. La preuve, le roi d'aujourd'hui de la France s'appelle Charlemagne. Mais c'est le souverain, c'est sa majesté. Donc c'est à choisir entre souverain, majesté ou tout le reste. Alors, ma préoccupation, docteur Raymond Assogba, c'est beaucoup plus la territorialité de l'administration royale. Est-ce que vous pensez que dans une république, il devrait encore exister des royaumes? Oui, c'est toujours la même problématique parce qu'en créant, en inventant la République après la Révolution française en 1791, les Français ont jeté les notions de royaume. Et en venant ici, en instaurant les royaumes, ils ont associé l'ordre central de l'État avec la préfecture et puis un certain nombre de réalités. Et si les deux coexistent aujourd'hui, il faut se dire pourquoi les deux coexistent aujourd'hui. Tout simplement parce que, de par l'existence des populations qui sont ici, elles se retrouvent à partir des mots qu'elles utilisent. Les langues maternelles qui continuent de manipuler et les relations de subordination, d'association, de coopération entre nous. Mais maintenant, lorsqu'on se retrouve dans l'espace dit de l'État, qui est un État d'emprunt, la problématique, c'est que l'État n'a pas assimilé les notions du pays pour trouver une dénomination qui assure cette dialectique. Donc il y a une contradiction. Mais à partir du moment où l'État est en construction, on n'a pas encore atteint déjà l'État-nation. Donc
les royaumes peuvent alors continuer par avoir droit de cité. Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés à faire un travail de fond. Quand vous prenez les pays anglophones, où il y a eu l'indirect rule, c'est-à-dire le système indirect, les colons se sont appuyés sur les catégories de dénomination des autorités de la gouvernance et ont promu, vous voyez, et ce qu'on appelle la chefferie, c'est-à-dire le pouvoir des autorités endogènes. Vous voyez un peu. Mais dans les pays francophones, systématiquement, il a été appliqué une politique directe, c'est-à-dire que on nous demande de nous déposséder de notre culture pour imiter la culture française. À partir de ce moment, nous sommes des névrosés. Nous sommes des névrosés, nous sommes des psychotiques, parce que pour penser, nous le faisons à partir des structures sociologiques de nos origines. Mais lorsque nous nous retrouvons dans l'espace de l'État, de l'administration, nous utilisons donc les catégories de reconnaissance de cet État. Donc ce n'est pas une situation univoque, c'est une complexité, mais qui demande aujourd'hui par rapport à ce que vous savez depuis le 10 janvier, où la dynamique de notre culture est revenue. Là, vous parlez du Bénin. Du Bénin, oui, je parle du Bénin. Chez nous ici, depuis le 10 janvier, il y a un retour du refoulé. Ce que moi j'appelle le retour du refoulé. C'est-à-dire que le colon qui a refusé de reconnaître, vous voyez, les catégories de gouvernance de ce territoire a impacté les gouvernants qui ont pris le pouvoir en 60 jusqu'en 90, mais les intellectuels ont compris que nécessairement, pour une dynamique de développement, il faut renouer avec les structures mentales des Béninois. D'où, justement, après 96 ans de subordination de la liberté par rapport à la capacité de parler sa langue à la télé, à la radio, et de se regarder à partir de la dynamique de ce qui nous lie et de ce qui fait que nous nous haïssons aussi. Et le gouvernement a décidé de marquer cette date dans le calendrier, et donc nous nous retrouvons donc dans un travail d'élaboration, en même temps que parfois il y a des coupures, mais avec le temps, je pense que avec les langues nationales qui doivent être promues, on va en arriver tout ça, vous voyez un peu que le travail est complexe. Majesté Sousa, le territoire du roi aujourd'hui, est-ce que vraiment ça a une influence dans la République? Oui, ça a une influence à partir du moment où les rois sont régulièrement consultés à chaque fois qu'une situation se présente et que cette situation sort un tout petit peu de l'administration publique et qu'il faut rentrer un peu, par exemple, parlant de la sorcellerie, par exemple. On ne traite pas un procès de sorcellerie au tribunal. On ne peut pas. Il faut forcément se retourner vers la royauté ou la chefferie traditionnelle. Beaucoup d'autres choses, je n'ai donné qu'un exemple. À partir de cet instant, nous devons forcément collaborer. Nous reconnaissons effectivement l'existence d'un président de la République, d'un ministre, de tout le reste, de toute l'administration, mais lorsque nous sommes dans nos circonscriptions, nous sommes les chefs de terre. Mais est-ce que le roi aujourd'hui, en Afrique francophone, surtout ou saharienne, je veux dire, n'est pas fragilisé par l'administration territoriale? Quand vous prenez par exemple le Japon, le roi il est tout puissant. Vous prenez l'Angleterre, vous prenez la Belgique, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer sur ce plateau. Mais lorsque un peu partout on entend chef roi à tel niveau, vous êtes par exemple d'une localité, vous êtes roi de cette localité, mais il y en a plusieurs également dans le même Bénin. Est-ce que ça ne pose pas problème? Oui, effectivement, ça pose problème parce que ce sont les gouvernants précédents, les gouvernements précédents qui ont eu à amenuiser justement le pouvoir du roi. Parce que le roi, normalement, ne discute pas, il n'y a pas de conflit de compétences, non. Nous reconnaissons qu'il y a un préfet qui existe, lui gère le côté administratif, nous reconnaissons l'existence du maire,
du CA, etc. Mais eux aussi doivent reconnaître notre existence. D'où la reconnaissance dernièrement par l'article 151-1. La Constitution reconnaît l'existence effectivement de la royauté, de la chefferie traditionnelle. Cependant, nous devenons une institution. Vous comprenez? Bon, maintenant, la loi qui va suivre, les mesures d'accompagnement, ainsi de suite, nous attendons, nous y contribuons pour savoir. Parce qu'effectivement, nous ne sommes plus respectés comme auparavant. Vous savez, à l'époque, les rois étaient les tout-puissants. Au jour d'aujourd'hui, il y a un conflit en quelque sorte d'autorité. Par exemple, un maire donne l'autorisation à un vaudouno pour qu'il aille, par exemple, organiser son truc, que ce soit Nutama ou pas, et dans quelle période? Dans cette période-là où nous parlons de coronavirus. Vous voyez un peu l'attroupement que cela crée, sans mesure barrière, ainsi de suite. Ça existe par exemple chez moi. Ah oui, ça se fait. Ça, ce sont des comportements prohibés qui ne devraient jamais se faire. Parce que pour qu'un vaudou ou n'importe qui sorte, il va falloir qu'il y ait le regard ou l'autorisation du roi qui est le garant des us et coutumes de cette localité. Donc vous comprenez, on nous fragilise en fait. On nous fragilise. Est-ce que les rois sont fragilisés ou ils se fragilisent eux-mêmes? Non, d'abord les rois sont fragilisés. Depuis la colonisation, vous avez vu que vous prenez Abomey. Vous avez dit tout à l'heure. Je donne un exemple. Parce qu'il y a deux quand même, vous avez séparé les deux, vous avez parlé des rois pays anglophones et les rois francophones, parce qu'au niveau des anglophones, vous avez estimé que c'est une administration indirecte où le roi a été promu, mais au niveau donc des francophones, on a cassé le roi. Alors, vous pouvez aller. Oui, là vous voyez que le colon, il a cassé l'organisation sociale qu'il a trouvée sur place. Et il a créé la notion de chefferie, là où, par exemple, il y a des populations dites segmentées qui ne reconnaissent pas un pouvoir central dans leur organisation sociale. Vous prenez par exemple au Bénin la Takora. Mais quand vous arrivez à Niki, il y a une organisation centrale. Vous arrivez à Abomey et vous allez dans le Mono. Vous ne retrouvez pas les mêmes formes d'organisation. Donc, le colonisateur, en créant par exemple les chefs de canton, a impacter les populations de manière négative. Maintenant, avec le temps, vous allez découvrir qu'au moment des successions, vous allez découvrir qu'il y a des querelles au sein des lignées entre les prétendants. D'accord? Et quand vous évoluez, aujourd'hui, la situation est devenue plus compliquée parce qu'il y a ceux qui sont les néo-ruraux, qui sont des citadins qui sont allés à l'école et qui reviennent au village et qui, disons, deviennent des compétiteurs par rapport aux chefs de village. Ensuite, vous allez découvrir que le pouvoir politique, à partir de 2007, par exemple, a fait un forum national et maintenant a fait rentrer les rois dans ce qu'on appelle la société civile et a décidé donc de leur donner des subventions. Et donc ces subventions deviendront des occasions de perturbation, de lutte, etc. Là où, par exemple, il n'y a pas de roi. Vous prenez au Bénin ici, et le royaume de Porto-Novo, dont Accra-Missete est le champ. Accra-Missete aujourd'hui suscite un roi, tout simplement pour bénéficier, vous voyez, des subventions de l'État. Donc voilà tout l'imbroglio de l'impact que les partis politiques et les présidents de la République, juste pour le relais que constituent les rois vers les voix des électeurs, n'hésitent pas à tout chambouler. Là où, en principe, ce pouvoir devrait maintenant remettre les choses dans l'État. Il faut constater, par exemple, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a les nanas. On ne dit pas roi, c'est le nana. La santé, vous allez au Ghana. Ouais. Et donc les dénominations là sont là qui disent bien des choses. Et aujourd'hui, vous découvrez par exemple que ceux qui deviennent des nanas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont les anciens cadres devenus retraités, les anciens administrateurs
devenus retraités, ils retournent au village, ils deviennent, vous voyez, des autorités centrales. Maintenant aussi, pour le choix, hein, par exemple, au sud, jusqu'au centre-nord, on utilise le FA pour désigner celui qui va assurer la régence. Mais dans d'autres royaumes, il y a aussi des stratégies. L'impact du politique va maintenant essayer de cisailler tout ça. Et parce que pour nous, les intellectuels qui sommes en ville, surtout qui ont épousé, je vais m'en arrêter là. Pour beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, vous voyez, l'Africain n'a rien à proposer. Il faut prendre le mode de vie des Français et transcrire ça dans nos contrées parce que c'est ce qu'ils disent et qu'ils financent qui constitue la lettre et l'esprit de ce que l'avenir de nos contrées va être. C'est ça l'une des... Majesté, sous ça, voilà, autant donc de réalités qui aujourd'hui perturbent le monde de la royauté, les conflits d'intérêts, surtout l'argent. Est-ce que vous pensez aujourd'hui avec la République, parce que nous sommes effectivement dans une République avec des royaumes saucissonnés un peu partout, quel intérêt les princes ont à disputer un trône royal? Bon, moi je ne vois pas d'intérêt. J'abonde dans le même sens que le docteur, un tout petit peu, peut-être pas totalement, en disant que, vous voyez, l'intérêt au jour d'aujourd'hui, bon, moi je ne vois même pas d'intérêt parce qu'on ne s'improvise pas roi en fait. Mais est-ce que vous savez quand même que les conflits de succession divisent quand même? Oui, mais je le sais, j'en viens justement. C'est-à-dire on ne s'improvise pas roi. Pour être roi, il va falloir que l'oracle, à travers, justement, parce que le vaudou, par exemple, ou le trône a comme ministre de communication le Fa. Le Fa, communément, vulgairement appelé l'oracle. Ok? Parce que le trône, il ne parle pas, ou bien pas des songes, pas des révélations, nocturnes, ainsi de suite. Bon, alors, vous imaginez, ou alors vous convenez avec moi que pour devenir roi, il va falloir forcément passer par ces étapes-là. Et une fois élu et confirmé, après plusieurs consultations, on vous exige maintenant forcément, je veux dire, de passer au rituel. Ces rituels se font devant les tentes parce que la royauté, c'est d'abord une affaire de famille et ensuite une affaire de collectivité et après on présente le nouveau roi à la population. Donc il faut respecter, je veux dire toutes les cérémonies et ensuite on vous donne vos attributs de manière officielle. Et ceci dans vraiment votre famille, ça se passe comme ça. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y en a qui s'improvisent roi, comme l'a dit le doyen, simplement parce qu'il y a une histoire de sous, il y a une histoire politique qui se mêle, c'est tel qui est au pouvoir, il veut que tel soit roi pour lui garantir une popularité par rapport aux élections, parce qu'il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu et qui font en sorte que les royaumes se multiplient de manière désordonnée. Alors, et il va falloir, s'il vous plaît, cette situation nous amène et nous amènera sans doute vers un toilettage. C'est-à-dire, comme l'a dit le doyen, le toilettage s'impose parce que parfois, c'est d'autres rois qui s'en vont introniser d'autres rois parce qu'ils sont financés. De quel droit un roi qui n'est pas de ma localité va venir m'introniser? Non, nous pouvons rentrer dans une association des rois. Je suis déjà roi. Je veux être membre de telle association. Là, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas être roi d'Alada ou bien roi de je sais pas, de Missérété ou de Porto-Novo et tu viens installer un roi, par exemple, à Grand Popo ou à Abomey. Ce n'est pas possible. Mais ça se fait au jour d'aujourd'hui. Et c'est validé par les gouvernements précédents. Mais est-ce que vous ne pensez pas que petit État en temps d'Afrique de l'Ouest, ce royaume qui a été donc Dahomey, devenu Bénin, avec aujourd'hui ces différents démembrements, parce que le roi n'a véritablement pas de parole, que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, malgré la République au Burkina Faso, si le Moro Nabassor, on sait quand même ce que ça constitue, Dr. Raymond Assogba. Et je pense que oui, il y a le défi pour les autorités endogènes
de mettre en avant le style, la mesure de la manière d'appareillage du roi et de ses interventions. Effectivement, il y a ce défi. Mais surtout, le grand défi, vous voyez, la constitution que nous utilisons, c'est une constitution qui copie les relations des Français en 60. En 75, la constitution du PRPB a copié tout ce qui se fait dans le communisme. En 90, ceux qui ont fait la constitution ont pris un peu chez les Anglais, ont pris un peu chez les Allemands, chez les Américains. Donc vous voyez que et celle maintenant qui a été revisitée le 1er novembre recèle des comportements et des moyens qui ne sont pas béninois et un peu partout qui ne sont pas africains. Donc aujourd'hui, je pense que vous voyez, nous devions nous asseoir maintenant pour que les constitutions, les textes sur s'il doit y avoir les partis, en photocopie ces relations des populations avec les rois et pour qu'on définisse justement les espaces de vie de chacun, de pouvoir, d'existence économique, politique, culturelle. Et si nous faisons ça, vous allez voir que dorénavant, il n'y aura plus de choix d'électeurs ou d'élections qui deviennent après des conflits. Parce que lorsqu'on choisit un roi, avant qu'on ne choisisse un roi, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Mais lorsqu'on dit que le roi est choisi, l'autorité endogène est choisie, chacun vient faire allégeance, que ce soit à Niki, que ce soit à Ketou, à Djougou, à Kouandé, à Kandi ou à Savalou ou à Bomé. C'est comme ça. Donc ça veut dire que le conflit est permis. Mais dès que les élections passent, vous voyez, la paix revient. Mais ce n'est pas comme ça avec les tests qui sont là. Dès qu'on utilise ces tests, vous voyez, c'est un chamboulement. C'est encore des querelles. Donc, aujourd'hui, nous avons été à l'école, nous avons des universités, nous avons une gouvernance endogène, dont les animateurs sont des intellectuels. Et donc, aujourd'hui, il est temps que nous enseignions, qu'on mette les constitutions empruntées là, et autres là, et qu'on se regarde à partir de nos relations. C'est le défi qu'il y a et c'est le travail qu'il veut faire parce que même au sein des autorités endogènes, il y a près de 3 associations des rois. Vous voyez un peu. Ça peut être une dynamique. Ça peut être une dynamique. Mais il faut se dire, vous voyez aujourd'hui que pour nous développer, c'est à partir des relations qu'ils gèrent. Parce que, et là, ils sont malades. Ils sont malades, c'est-à-dire qu'ils assument des chocs qu'ils ne devraient pas assumer parce que la décentralisation a été copiée sur la France, c'est acheté et c'est subventionné. La décentralisation est une réussite administrative parce qu'il y a une courroie. Mais vous voyez les mecs qui squattent les terres, qui rognent sur les terres gérées par les autorités endogènes. Et vous voyez n'importe qui devient, c'est-à-dire CA, etc. Il vient. Il n'a que sa culotte. Après, vous voyez là des domaines, etc. Et les populations sont à mal. Et quand les populations sont à mal, ce sont les autorités endogènes, vous voyez, qui subissent le choc. Exact. Vous voyez un peu. Et dans cette situation, véritablement, nous sommes dans une situation d'implosion sociétale. Majesté, donc il n'y a plus de sacré, pratiquement, aujourd'hui. Bon, vous savez, je vais toujours me référer au douanier. Sincèrement, il parle très bien. Et c'est exactement ce que nous vivons qu'il dit. Vous comprenez que moi, par exemple, je donne un exemple. Je suis un peu gabonais, comme vous venez de le dire entre-temps en off. Nous nous retrouvons un peu partout, les mêmes noms. Vous avez les Sosa au Togo, au Bénin, au Ghana, un peu partout, en Côte d'Ivoire. Il y en a même à Savalou, il y en a au Gabon. Donc c'est vous dire qu'au Gabon, la royauté, c'est autre chose. Le Cameroun à côté, la royauté, les rois sont respectés. Ils ont leur test. Quand ils passent pour rencontrer même un roi camerounais, c'est pas facile. Au Ghana à côté, pour rencontrer un roi, c'est pas facile. Mais au Bénin, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et ça, c'est pas faux. Il faut que je vous le dise. Même au Togo, rencontrer un roi, c'est pas facile. Donc, les Blancs sont venus nous diviser avec leurs histoires que vous connaissez là. Maintenant, est-ce que vous savez que les rois ne sont pas subventionnés? Alors qu'un préfet a son salaire, un maire a son salaire avec les avantages qui suivent.
qui suivent plutôt. Et le roi, c'est lui qui sort de sa poche pour payer son courant. C'est lui qui sort de sa poche pour aider la population. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous dire que vous n'avez plus votre place dans la cité? Mais c'est ceux-là qui gèrent la chose publique, qui peuvent savoir à quel jeu ils jouent. Parce que je ne peux pas comprendre, moi par exemple, qu'on nous reconnaît et depuis tout ce temps, on n'a rien. C'est-à-dire, on va vivre comment? Aujourd'hui, il y a coronavirus. Tout est bloqué. Nous ne pouvons plus sortir. Nous n'avons plus ci, nous n'avons plus ça. Mais dans tout ce qui se fait, on n'a jamais dit « Oh, le roi qui gère telle localité, il a ça, il a ci. » Je ne critique personne, mais je sais que sous d'autres cieux, cela se fait. En RDC, par exemple, on a pensé à tout ça. Mais ici, nous entendons quelque chose du gouvernement. Mais pour l'instant, on ne va pas dire qu'ils ne vont pas faire, ils vont faire. Mais est-ce que c'est ça réellement? Parce que fondamentalement, les premiers besoins s'orientent vers les rois. Les gens n'ont pas le temps. Vous allez par exemple chez Machin. Si quelqu'un tout de suite, sa femme veut accoucher, Machin, la personne qui dit, je m'en vais voir le roi. Il y a tel problème d'adultère, c'est le roi. On ne s'en va pas au tribunal, encore moins au commissariat. Mais ceux-là, au moins, ils ont leur salaire. Mais nous, on a quoi? On ne fait plus partie. Et on n'a plus de terre. Toutes nos terres ont été réquisitionnées pour construire ci, pour construire l'école, pour construire sous prétexte que seul l'État est détenteur de toutes les terres, et ainsi de suite. Nous comprenons cela. Et tout cela qui a amené, c'est le blanc. C'est l'homme blanc. Parce qu'à l'époque, les terres n'appartenaient pas à l'État. Il n'y avait pas d'État. Moi, je détiens, s'il vous plaît, le traité de 1885 entre la France et le Golfe de Guinée. Ça a été fait. Les palabres ont commencé chez moi à Agoué. Et on a signé le 10 juin 1885 à Grand Popo. Donc, tout est dedans. C'est comme ça qu'on a fait le recoupage territorial. Le Ghana n'existait pas, le Togo n'existait pas, le Dahomey n'existait pas, le Nigeria n'existait pas. Les premières invasions, ça a commencé à Oyo, en 11e siècle. Le deuxième, par, je vais dire, Gand, l'actuel, Accra. Troisième, ainsi de suite. Bon, c'est un peu vous dire qu'on sait par où tout ça, là, ça a commencé. La preuve, pour ne pas personnaliser le débat, la première église catholique est où? C'est à Agoué. Toute première de la sous-région, c'est à Agoué. Elle existe encore. La première école francophone qui a servi pour former les Ivoiriens, les Togolais, tout le reste là, les Guinéens, au profit des Français, c'est à Agoué. Donc pourquoi on appelait Agoué premier village du Dahomey? Premier village du Dahomey parce que c'est à Agoué où il y a eu la toute première gendarmerie, la toute première douane, ainsi de suite. Plein de trucs. Et au profit de qui? Parce que les Blancs avaient des difficultés pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Donc il fallait qu'ils forment les gens pour leur servir d'interprète auprès de ces populations-là. Docteur Raymond Asogba, des entités, vous les appelez aujourd'hui chefferies traditionnelles, les têtes couronnées, reconnues par les tests, mais qu'on ne nourrit pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est fait exprès pour quand même... Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès dans la mesure où, ça il faut le reconnaître. Vous savez, le président Soglo... Mais est-ce que l'administration centrale, en reconnaissant vraiment cette tête couronnée aujourd'hui, a besoin d'eux pour le développement de la nation? Mais dans le texte, vous allez voir que justement... Ceux qui ont écrit l'article, quelque peu, ont exprimé une ouverture en même temps qu'ils ont exprimé une ignorance. Ils ont dit, l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi. La loi n'est pas encore écrite. Mais eux, ils ne sont pas les gardiens des us et coutumes, non. Ce sont les premières autorités. Merci. Ils sont les premières autorités et ils gèrent la rationalité de cette terre et des logiques et des dynamiques. Donc, en utilisant le mot us et coutume, c'est pour dire qu'ils ne valent rien. Donc, c'est un texte qu'on doit reprendre parce que effectivement aujourd'hui, c'est une problématique. Les mots que tu utilises déterminent. Vous avez l'envergure de ce que vous allez avoir. Mais cette reconnaissance, après les indépendances, cette reconnaissance est le deuxième pas
après le 10 janvier 90. 90. Voilà. Voyez. Mais qu'est-ce qui a plombé le 10 janvier? C'est parce que, il faut le dire, nous voulons gérer le Bénin à partir des institutions d'emprunt. Ce sont les évangélistes qui ont plombé le 10 janvier dans l'aile. Parce que d'abord, lorsque le président Senghor a fixé le 10 janvier, c'est le retour du refoulé. Donc c'est la pensée de la terre, de cette terre-là, qui revient à la surface pour dire que vous avez vu, la route d'ici pour aller, la route dans tous les pays de la côte pour aller à l'intérieur, la route là a été creusée, organisée par les chefs endogènes, avant que le colon qui est venu les a parfaites. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que l'organisation de nos territoires a été conçue à partir de la culture de nos sociétés. Lorsqu'on a fixé le 10 janvier, il y a des tests qui doivent accompagner au plan de l'emploi, de l'investissement, etc. Mais lorsque le Kérékou est revenu, les évangélistes ont pris le pouvoir. Vous avez vu, ils ont laissé tomber le 10 janvier. Lorsque le président Yahi Boni aussi est venu, il est évangéliste, il finance les religions, il subventionne les religions. Il a donné aussi aux religions endogènes. Donc il n'a laissé personne. On vous a dit, c'est dans une stratégie pas formalisé. De fractionnement de leur autorité. Vous comprenez un peu. Et donc, en faisant ça, c'est la dynamique du réveil, de la renaissance. Docteur Somba, vous êtes enseignant-chercheur. Quand vous avez tout à l'heure évoqué le cas de la Côte d'Ivoire avec les nanas, le Ghana avec la santé, le Royaume de la santé et autres, est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous parlez de votre Bénin par exemple, que c'est beaucoup plus là-bas qu'il y a problème? Non, il n'y a pas de problème. Il y a le manque d'une volonté de s'approprier la loi et le pouvoir pour satisfaire les besoins du peuple. Et ce que veulent les peuples africains... De la part de qui? Politique. Le pouvoir politique. Ceux qui deviennent chefs d'État. Leur politique doit viser ce qu'on appelle les actions politiques. C'est pour donner en principe du pouvoir aux chefs endogènes pour satisfaire les besoins de leur population. Je vais dire que, en fait, nous ne critiquons pas, mais nous disons que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, il faut sortir du centralisme que l'État emprunté a assis et aller, par exemple, à la fédération. Il faut laisser le territoire à chaque autorité endogène pour gérer à partir de la langue ou des langues maternelles, à partir des terres qu'ils ont et à partir des possibilités d'investissement qu'ils ont. Eux, ils savent bien ce qu'il faut pour leur population. Et je pense que si on fait ça, ça veut dire qu'il faut mettre la pensée, il faut mettre le français au service des populations et non pas mettre les populations à nu dans le dénuement total pour qu'on vienne dire que ces populations sont pauvres alors qu'elles ont des terres, pour qu'on vienne dire à ces populations qu'elles sont endettées alors qu'elles n'ont même pas vu le franc même de ce qui a été emprunté. Voilà un peu la pression qu'eux, ils vivent. Majesté Sousa, que pensez-vous aujourd'hui faire pour réhabiliter la religion endogène et donc, parce que le socle même de la royauté, c'est cela. Alors, pour que le roi véritablement puisse avoir sa place et son mot à dire dans la construction de l'État-nation en cours. Que pensez-vous que moi je sois capable de penser? Vous qui me posez la question. Je ne peux rien parce que je n'ai cessé d'écrire. J'ai écrit partout au ministre de ceci, ministre de cela, au chef de l'État même, j'ai écrit, j'ai apporté quelque chose. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, que voulez-vous qu'on fasse? Au jour d'aujourd'hui, les rois ne sont pas des policiers. Si l'un de leurs sujets commet, par exemple, une faute ou rentre dans une infraction, les rois, si tu ne sais même pas juger, et la police va venir dire « Ah non, ce n'est pas ton devoir, tu n'as pas le droit, nous sommes ici, tu ne vas pas faire notre travail à notre place. » Ainsi de suite. Donc, je continue de vous dire que c'est vrai, le gouvernement qui est là maintenant a essayé de faire un petit quelque chose. Hein. Je dis un petit quelque chose. Parce que là, nous sommes encore un peu... Il y a un flou artistique autour de la reconnaissance là. Parce qu'on nous a reconnus. Nous devenons ainsi une institution, effectivement.
Nous devenons ainsi une institution, mais laissez-moi vous dire que cette institution, la loi qui devrait l'accompagner ne suit pas. Alors, et ça crée, s'il vous plaît, ça crée ce qu'on appelle un flou artistique. Donc, beaucoup, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reconnaissent effectivement que nous sommes devenus une institution, mais ils ne voient pas où s'arrête la portée, et voilà, ainsi de suite. Alors, est-ce que vous pensez que, parce qu'on va bientôt finir cette émission, est-ce que vous pensez que, en l'état, la royauté mérite véritablement de vivre encore dans la République? Monsieur, le doyen vient de dire, le docteur, d'ailleurs, que je profite ici pour féliciter, et qui maîtrise bien la chose, il vient de dire quelque chose de très important. Vous savez, sans royauté, il n'y a pas république. Hein. Et ça, je préfère vous le dire. Ah bon? Parce que tout chef d'État, avant de commencer la campagne, à l'époque, ils font les tours dans les couvents. Ils passent par chez les rois pour avoir la bénédiction. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils savent que quelque part, nous avons nos ancêtres qui nous regardent. Pourquoi les Blancs ont peur de nous? Pourquoi les Blancs même viennent s'initier? Et ils sont pleins tout le temps, ils viennent dans les couvents, dans les royaumes. C'est parce qu'ils reconnaissent en nous des forces surnaturelles. Donc c'est vous dire que sans le royaume ou sans la chefferie traditionnelle, même chez les Blancs, pourquoi ils ont construit un truc de vaudou là-bas en France? Construit un immeuble pour vaudou, il y a tout dedans, vous verrez les vaudous, Sakpata, les Khébiousso, tout et tout, et ils adorent ça. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent le bien fondé de ça. Alors c'est vous dire que pour ma part et pour la part de mes pères, plutôt de mes compères, il n'y aura jamais de république sans royaume ou sans chefferie traditionnelle. Docteur Massoba, ce sera donc votre conclusion. Est-ce que vous pensez que la royauté a toujours sa place dans la République? C'est parce que vous avez... la République, c'est le hold-up que les révolutionnaires ont eu à faire à la monarchie. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que reprendre toutes les strates de la vie des rois qu'ils ont baptisé République. Donc c'est ce que nous aussi on doit faire ici. Mais nous ici, nous prenons République pour copier les relations des Français. Donc nous ne vivons pas. Nous sommes otages de la langue française. C'est tout. Voyez un peu. De deux, le président français est le chanoine de l'Église. Et ça, il dit que le pouvoir du Vatican joue sur le président français qui actionne le pouvoir de la religion pour faire les choses. Voyez un peu. Donc c'est pourquoi eux, ils sont ancrés, eux, ils sont l'expression figurée des idées, des pensées que les populations manipulent à travers leur culture, vaudou, fa, kelédé, qui sont justement les piédestals sur ces territoires. Donc naturellement, si on n'inverse pas le flot, un jour viendra où ça a déjà commencé. Les Français, les Américains ont déjà déployé les militaires en Afrique. Un jour viendra, ils vont balancer des bombes comme ils balancent le Covid-19 et nous allons tous mourir ici. Ils n'ont pas balancé le Covid-19, c'est un virus qui est en train de faire quand même ses ravages et les têtes couronnées aussi travaillent à ce que les populations aient des réflexes, au moins au niveau des couvents, pour que cela ne puisse pas nous décimer autant. À chacun, à tous, merci donc de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et Ailleurs, consacrée donc à la place de la royauté dans la République. C'est une première partie de cette émission. On reviendra donc plus amplement sur le thème avec la contribution donc des Bokono au maintien donc du royaume. Merci donc de nous avoir suivis. C'était donc Sa Majesté Sosa Foli Aon, roi d'Agwe, et Dr Raymond Assogba, socio-anthropologue. À très bientôt sur SICA.